Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Questions contemporaines. Collection dirigée par Jean-Paul Chagnolot, Bruno Pequignot et Xavier Richet. Chômage, exclusion, globalisation. Jamais les questions contemporaines n'ont été aussi nombreuses et aussi complexes à appréhender. Le pari de la collection Questions contemporaines est d'offrir un espace de réflexion et de débat à tous ceux, chercheurs, militants ou praticiens, qui osent penser autrement, exprimer des idées neuves et ouvrir de nouvelles pistes à la réflexion collective. Dernière parution. Philippe Duez, Habiter un monde plus humain. L'éthique d'un contrat géographique fondé sur le vivable, 2022. Quentin Meux, La République des valeurs, 2022. Yahya El Yayaoui, Les communs numériques, propriété, économie de partage et gouvernance polycentrique, 2022. Jacques Langlois, Pour un changement anticapitaliste de société, 2022. Sébastien Roffa, Faire du rêve une réalité, l'histoire de Disneyland Paris, nouvelle édition 2022. Frédéric Debaumy, Le monde de Macron, La gauche défaillante et moi perplexe, 2022. Jacques Arnoux, La guerre de l'espace aura-t-elle lieu, 2022. Chrysostome Cijika Kayombo, Analyse systémique et axiologique appliquée à la pratique de philosophie de l'éducation, 2022. Olivier Caremelle, Argent, transfert, droit TV, Le foot à l'agonie, 2022. Daniel Favary, Le référendum d'initiative citoyenne. Mode d'emploi. Pour une démocratie participative, 2022. Arnaud Maigre, L'innovation vertueuse. L'économie par les valeurs, 2022. Alexandre Baumann, Économie du militantisme, le paradoxe du cancer militant 2022. Du même auteur. Introduction conceptuelle. À la science des organisations. L'Harmattan 2003. Proudhon, L'esprit libertaire. Monde libertaire 2009. Épistémologie fondamentale. Appliquée aux sciences sociales. L'Harmattan 2011. Traité de sciences des organisations. L'Harmattan 2015. Un demi-siècle de syndicalisme en France. L'Harmattan 2016. Introduction. Il faut qu'il y ait aussi des hérétiques. Paul de Tarse. Première épître aux Corinthiens, Xi 19. Le domaine des Critical Management Studies, CMS, le secteur contestataire des pratiques et conceptions en matière de sciences des organisations, ne semble guère pouvoir se prévaloir chez nous d'une affirmation particulière. Cet état de fait apparaît d'autant moins surprenant que la catégorie socio-professionnelle de l'entrepreneur, celui qui développe l'économie et crée de l'emploi, est quasiment inexistante en France. L'on n'y trouve que le patronat, sphère d'appareil à dominante propriétarienne et protectionniste, contre la concurrence, l'État, les syndicats de salariés, etc. Il est peu de nos modernes écoles dites supérieures de commerce ou d'ingénieurs à vocation industrielle, qui ne se conçoivent pas comme des annexes de notre archaïque et tous auteux MEDEF. Dans l'univers états-unien, la sphère du management dispose d'une reconnaissance publique et son identité n'est pas oblitérée par les exigences du capital. Rien de comparable chez nous par exemple, avec l'American Academy of Management, où les CMS constituent un courant d'expression spécifique. Il y a été jugé opportun pour la bonne santé et la meilleure performance de l'institution, de disposer d'une instance de mise en cause interne. De surcroît au regard du secteur éditorial français, des filtres colossaux résultent aussi de l'insularité des périodiques spécialisés et autres clubs d'admiration mutuelle, que qualifiait déjà un auteur libertaire à la fin du XIXe siècle. Pour se donner un vernis d'intégrité, ces derniers se prévalent souvent d'une supercherie. L'adhésion à la pratique d'une évaluation en double aveugle pour la validation des textes soumis à leur revue. Cette mesure consistant à soumettre un texte anonymisé à deux référents extérieurs, permettrait de s'affranchir de l'arbitraire et des options personnelles des membres des comités de rédaction, dont la mauvaise foi est usuellement invoquée par les auteurs dont les contributions sont rejetées. Malheureusement, cette pratique vient conforter plus encore l'imputation de partialité qui pèse sur les animateurs de ces publications. En effet, pour avaliser un texte comme pour le recaler, sans se compromettre,
il suffit tout simplement de choisir les référents appropriés. À titre d'illustration, des Peters et ceux-ci avaient recyclé auprès d'une dizaine de revues une contribution respectivement publiée 2 années plus tôt par chacun de ces périodiques, ne modifiant simplement que le nom de l'auteur et le titre de l'article. 14% seulement des référents estimèrent que le texte était publiable. Les nouveaux auteurs étaient inconnus au club. De fait, certains des textes qui composent ce recueil furent refusés par les supports dédiés, où le présent intervenant avait cru pouvoir les adresser. 1. Lettre au périodique EPHEMERA. Le cas est d'autant plus significatif qu'il s'agit d'une revue, en ligne, anglaise et universitaire, intégralement vouée au CMS. En août 2013, ces animateurs lancèrent un appel à contribution sur les rapports entre la pensée anarchiste et une sorte de progressive management. À la différence des autres périodiques de même orientation, il était toutefois à noter que l'on n'y faisait aucune référence aux champions de la French Theory, groupant en France le courant post-68 art des philosophies de la liberté, et dont la sphère état-unienne par exemple, pourtant au lieu de la contre-culture, n'offrait guère d'équivalent, les beatniks n'étaient que des romanciers. C'est de la tradition anarchiste, libertaire en bon français dont il était question. Reprenant un certain nombre des thèmes de discussion proposés par cette revue, je fis parvenir le texte qui ouvre le présent recueil et qui semble-t-il offusqua beaucoup. Il me fut indiqué qu'il s'agissait d'éléments impubliables, et qu'il convenait impérativement de s'inscrire dans la norme des travaux académiques. Les CMS, ici comme composante exotique d'un discours mondain. 2. Science des organisations et psychanalyse. Les rapports entre la science des organisations et la psychanalyse, en fait et très majoritairement, le corpus lacanien de la psychanalyse, ont fait l'objet d'une foule de communications dont on ne perçoit pas toujours la pertinence. Célébration serait un terme plus approprié que communication. Ayant notamment promu une théorie du désir humain, ont-ils fait l'axe de la cure analytique, à l'encontre des psychothérapies de l'adaptation, aux valeurs dominantes. Jacques Lacan, bien qu'essentiellement clinicien, est rangé par les auteurs anglo-américains au sein du courant de la French Theory. En mai 2010, la revue Organization, l'un des périodiques consacrés au CMS, livra même un volume spécial intitulé Jacques Lacan and Organizational Studies. Le plus inquiétant toutefois ici, réside dans une méconnaissance de l'œuvre des auteurs spécialisés dans le champ des institutions, et qui par ailleurs se sont appropriés de l'intérieur l'enseignement de la psychanalyse, au premier rang desquels figure Pierre Legendre. Juriste, historien, mais aussi devenu psychanalyste, cet éminent savant a délivré un enseignement de premier plan quant au phénomène d'emprise sur les individus, processus dont le christianisme romain fut un foyer générateur historique, avant d'irriguer les techniques d'un management soi-disant moderne. Autant de cheminements dont il nous faut garder mémoire. 3. Interventions sur le thème de la flexibilité. Manager, où es-tu ? Ce texte, enrichi depuis, fut initialement publié pour le 10e anniversaire de l'association DEVELOPPEMENT et Emploi, Lettres d'hier et d'aujourd'hui pour lire demain, 1991. Ces praticiens attestaient inlassablement que loin de devoir résilier l'emploi de son personnel et accompagner la déroute du milieu lorsqu'il rencontre des difficultés, un chef d'entreprise responsable doit bien au contraire considérer dans une main-d'œuvre sureffective le fer de lance et la chance d'une dynamisation collective de la firme-entreprise. Les capacités humaines doivent devenir le moteur d'une politique offensive de développement économique. Ces entrepreneurs se déclaraient humiliés par les discours sur la flexibilité. Lorsqu'on observe la formidable régression des relations professionnelles en France, corruption des appareils syndicaux centraux par des pouvoirs publics à la botte d'un patronat prédateur, mise à sac du Code du travail, précarisation généralisée de l'emploi, et entre autres incidences, l'advenue du Front National comme premier parti politique de la classe ouvrière. L'on ne nous tiendra pas rigueur de penser que ce type d'intervenant manque aujourd'hui beaucoup. Flexibilité, rigidité, idéologie, chronique. Initialement destiné au site REINET, qui fut pendant des années un important vecteur de communication entre les chercheurs, ce texte balayant plusieurs décennies de faits et mettant en évidence nombre d'aspects de la réalité apparemment perdus de vue par les économistes contestataires contemporains, y fut refusé.
Au moins cela fut-il indiqué à tous, une attention néanmoins rare. Michel Husson voulut bien alors afficher cette chronique sur son prodigieux site HUSSONET, en février 2018. Flexibilité de l'emploi et coût de transaction. Je reprends ici la substance d'une communication, diffusée par la Revue d'économie industrielle, numéro 2-1992. La situation excipée constitua l'exemple rare, à une époque de flexibilisation tous azimuts des rapports professionnels en entreprise, d'une sécurité d'emploi délibérément offerte aux salariés par leurs employeurs. L'on observera ici que la sociologie du travail demeura aveugle aux faits en cause, que seule l'évolution du droit permit de repérer, analyser. La science économique pour sa part offrait un cadre théorique approprié pour rendre compte du phénomène. 4 motivations, un mot magique et une notion creuse. Mémento épistémologique issu d'interventions diverses. Incidemment pourrait-il s'agir d'un travail daté ? Le thème de la mobilisation des travailleurs fut envahissant au cours de la seconde moitié du XXe siècle. La croissance économique et, jusqu'à la crise mondiale, une pénurie de main-d'œuvre, orientèrent les politiques managériales vers toutes sortes de techniques et gadgets propres à mobiliser le plus efficacement possible les capacités productives des travailleurs. Cet âge du clinquant, comme on a pu le définir sur le bord des sciences humaines, semble aujourd'hui bien révolu. Les politiques patronales contemporaines de précarisation de l'emploi et la neutralisation des médiations syndicales en France relèvent des plus sordides mesures de contrainte. 5. L'interdisciplinarité au travail. Cette recension des actes d'un colloque fut diffusée sur le site de l'AFHMT en octobre 2020. Plusieurs communications y rendaient compte d'un renversement généralisé des perspectives d'analyse du travail, pour venir les insérer dans un phylum épistémologique éprouvé, à savoir que l'élaboration de la connaissance ne procède pas d'une rupture entre une expérience dite commune et un travail qualifié de scientifique. Elle résulte de la double confrontation d'énoncés construits à l'univers réel, et d'autre part, d'hypothèses à fondement empirique au savoir élaboré. Une telle posture suppose en toute rigueur de disposer d'une implantation sur les deux bords, celui de la théorie et celui de la pratique. Cette réunion de convergences diverses m'avait alors paru constituer un fait suffisamment marquant pour devoir entrer dans les annales de la connaissance du monde du travail. 6. L'intellectuel au pouvoir. De 1982 à 1984, le haut fonctionnaire et auteur marxiste, R. Fossard, s'en vint pantoufler au sein d'une banque provinciale fraîchement nationalisée. Il publia peu après un plaidoyer censé rendre compte de son aventure chaotique. Ayant été en mesure d'observer de près cette équipée, j'avais alors effectué une recension du dit ouvrage. Elle fut refusée par les périodiques sollicités, qui précisèrent toutefois qu'ils ne traiteraient pas davantage du libelle de l'intéressé. 7. La leçon de Mikhaïl Gorbatchev. Cet exposé constituait initialement une recension de l'ouvrage de Bernard Guetta, Éloge de la tortue, Le Monde d'édition, L. 991, relatif à l'expérience du changement politique en URSS animé par Mikhaïl Gorbatchev et son entourage. Le succès de l'intéressé, qui réussit à neutraliser en guère plus d'une année l'appareil monumental d'une des organisations les plus compactes qui ait existé, classiquement qualifiée d'irréformable, tant ceux qui avaient pu espérer l'engager dans un processus d'évolution s'y étaient cassés les dents, est un événement qui aurait dû amener à poser des questions capitales à une science des organisations. Face aux auteurs qui diluent le problème du changement dans les organisations en le rapportant au niveau des agents d'exécution, postulé rétif par nature et responsable de tous les malheurs, M. Gorbatchev a démontré d'une façon magistrale que le changement devait être conduit, et que cette conduite relevait essentiellement d'une instance de pilotage. Cette expérience en grandeur réelle constitua une illustration rare de l'intelligence systémique appliquée à la régulation des rapports sociétaux. Ce texte fut refusé par la nomenclatura des revues spécialisées, auxquelles il fut adressé. 7. Le contrôle ouvrier dans la Révolution soviétique. Militant autogestionnaire dans les années 1970, engagé en entreprise dans le mouvement de ce que l'on qualifiait alors de nouvelles formes d'organisation du travail, je fus amené parmi d'autres praticiens
à me résoudre à cette position que non seulement les directions d'entreprise étaient plus que réticentes à se lancer dans l'expérience, mais beaucoup plus fondamentalement que les bénéficiaires supposés du processus en voulaient pas, les travailleurs salariés tout comme leurs organisations syndicales. J'entrepris alors une longue investigation à travers les archives et l'expérience du monde ouvrier, pour en arriver à ce point, reconnu par bien d'autres chercheurs avant moi, que la faveur du thème de l'appropriation collective des moyens de production, au regard de son insuccès historique, rapporté par tous les théoriciens qui s'y étaient engagés, n'était pour la plus large part qu'un produit d'armchair scientists et autres idéologues rituels du messianisme prolétarien. Pour le cas soviétique, l'image d'une classe ouvrière mythique, associée à celle d'un parti bolchevique stalinisé dès le début, paralysait tout examen lucide de la situation. Je m'étais alors astreint à compulser la totalité des fichiers de 3 des grands fonds parisiens spécialisés en histoire sociale, CEDIAS, CRHMSS et IFHS, et à consulter tous les textes des témoins de l'époque qui de près ou de loin se rapportaient à cette interrogation, soit plusieurs centaines de recueils. Acteurs ou observateurs, partisans ou adversaires, économistes et sociologues, visiteurs occidentaux, diplomates, chercheurs, militants socialistes, responsables syndicaux, ouvriers de métier et chefs d'entreprise. Il apparaissait à travers le constat de tous ces intervenants quasiment unanimes sur ce point, qu'un invité n'était pas au rendez-vous de la révolution, le producteur. Tous les auteurs retenus pour ne pas s'être adonnés à la... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.